Comme le rappellent Foucault et ses collaborateurs, la modélisation est une représentation d'un phénomène rendant compte au mieux de ses propriétés connues et dont on espère qu'elle est aussi en accord avec des propriétés inconnues. Nous nous intéresserons au modèle pédagogique. Tout d'abord, le cisaillement. Nous cherchons ici à représenter le phénomène se déroulant en Californie, au niveau de la faille de San Andreas. L'objectif ici est de montrer le décalage des plaques en jeu. Ce mouvement peut être observé grâce aux marqueurs que nous avons mis en place. La faille mise en place ici est sénestre, car le bloc se déplace vers la gauche du bloc qui lui est opposé. Nous avons donc un bon modèle qui peut être utilisé en classe. Pour ce qui est du modèle de collision, nous pouvons prendre l'exemple des Alpes, et pour le rifting, celui du rift ouest européen. Nous coulons ici des couches de sable dans le but de visualiser les mouvements de profondeur. En effet, si le bloc avait été uni, alors les structures mises en place auraient été invisibles, d'où l'intérêt d'utiliser un sable de couleur. Pour lisser les couches, nous utilisons une planche de bois placée entre deux réglettes. Cet outil nous permet d'obtenir des couches plus ou moins régulières, ce qui nous donne un meilleur rendu visuel. Précisons que dans le cadre d'un modèle scientifique, la précision sur la puissance des couches est un paramètre important qu'il ne faut pas négliger. Il est nécessaire également de préciser que cette étape est très chronophage. En effet, il faut compter 1 heure pour préparer l'ensemble de la manipulation. L'intérêt d'utiliser du sable est de pouvoir arrêter et de reprendre la manipulation à tout moment pour expliquer les phénomènes observés. Nous verrons plus loin que le sable ne fait pas de fractures, mais plutôt des plis, puisque le sable ne collapse pas. Pour notre modèle, nous interpréterons ces plis comme étant des failles. Pour avoir une déformation cassante, il aurait fallu utiliser du plâtre ou de la farine. Nous mettons en place des marqueurs sur la dernière couche pour nous permettre de suivre les déformations de surface. Nous nous attendons à voir ces marqueurs se rapprocher sur le modèle collision et s'écarter sur le modèle rifting. Le modèle collision se situe sur la gauche du bloc de plexiglas central et celui du rifting sur la droite. Dès le début, nous pouvons observer un effondrement sur la partie centrale du rift, ainsi que la mise en place de failles normales sur la partie droite de la subsidence. Nous verrons pourquoi tout à l'heure ces structures ne se mettent pas en place sur la partie gauche. Pour la collision, nous observons des failles inverses en profondeur, et des bourrelets en partie superficielle du modèle, ainsi qu'une surrection du modèle. Pour ce qui est du résultat en profondeur, nous observons pour la collision les structures caractéristiques, à savoir des failles inverses, et pour le modèle du rifting, une subsidence accompagnée par des failles normales. Le modèle fonctionne bien en profondeur. Observons la collision en surface. Nous constatons que la distance entre les marqueurs se raccourcit au fur et à mesure que nous avançons dans la manipulation, et des bourrelets viennent recouvrir certains marqueurs. Le modèle collision marche donc pour la surface également. Pour ce qui est du rifting, les marqueurs s'éloignent, ce qui nous montre l'extension. Et la partie centrale s'effondre. Nous comprenons pourquoi les failles ne sont pas mises en place sur la partie supérieure de la vidéo, partie gauche de tout à l'heure, puisque le sable s'effondre, montrant qu'il y a eu entraînement des couches inférieures et non basculement. Notre modèle montre donc des limites en profondeur, mais se révèle efficace en superficie. C'est donc un bon modèle, malgré quelques limites. Nous avons décidé de faire rejouer les structures mises en place. Pour le nouveau contexte extensif, l'effondrement se voit bien, et les failles normales sont ici bien représentées. Pour le nouveau contexte compressif, les sédiments post-rifting ne sont que très peu affectés par le mouvement, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Cependant, des failles inverses se mettent en place dans les sédiments antérites, bleu, noir et blanc.
Notre dernier modèle est le prisme d'accrétion, qui est une structure observable au niveau des marges actives, comme celle du Chili par exemple. Nous nous y intéressons car il s'agit d'un modèle qui a été demandé pour l'agrégation 2015. Pour modéliser, nous avons ici représenté la plaque qui ne subducte pas avec un tiroir. Pour représenter la partie superficielle de celle qui subducte sur laquelle sont posés les sédiments, une feuille de plastique, et l'équerre en métal sert simplement à appuyer sur la feuille pour ne pas qu'elle se relève durant la manipulation. Nous observons que lorsque nous tirons sur la feuille pour faire démarrer la manipulation, des bourrelets se mettent en place, ce qui est une structure caractéristique du prisme d'accrétion. Le raccourcissement des marqueurs nous permet de suivre l'avancée de la manipulation et de la compaction. Nous allons donc mouiller le sable, mais avant cela il faut couler une petite couche de sable pour permettre de fixer les structures de surface. Mouiller le sable nous permet de durcir notre structure, entre guillemets. Nous pourrons donc effectuer une coupe pour observer les structures internes mises en place. Si le sable n'est pas mouillé au moment de la coupe, le sable va s'effondrer ainsi que notre structure et la manipulation sera inutile. Nous montrerons 3 différents modèles, dont 2 qui ont malheureusement échoué. Ici, le sable est surmouillé, ce qui a provoqué une diffusion des colorants. Nous perdons donc nos structures et nous ne pouvons pas analyser correctement les structures. Pour cette deuxième tentative, nous observons que notre modèle fonctionne bien, et surtout qu'il est reproductible, ce que nous observerons encore une fois sur le troisième modèle. Le problème qui se pose ici est que le sable noir est rendu imperméable par le colorant trop âgé. Une nappe perchée se crée sursaturant le niveau supérieur et sous-saturant le niveau inférieur, entraînant un effondrement du sable à la coupe. Encore une fois, pour cette troisième tentative, nous observons que notre modèle est reproductible, ce qui est un point important en modélisation, la reproductibilité.
Lors de la coupe, nous observons des écailles délimitées par des plis que nous interprétons comme des failles. Cependant, lorsque nous effectuons des coupes de plus en plus centrales, la structure change. Cela est dû au sable qui s'effondre sur les bords. La partie centrale est donc la partie la plus représentative de notre modèle. Nous pourrions envisager d'améliorer ce modèle en créant une nouvelle boîte adaptée à notre modèle et permettant d'observer les événements en profondeur, ce qui limiterait les effets de bord. Pour conclure, nous avons mis en place des modèles qui fonctionnent, mais qui peuvent être critiqués en effet. Le comportement du sable ne permet pas de créer de failles. La racine crustale en collision et l'épaulement du rift ne sont pas observables. L'amincissement de la partie inférieure de la lithosphère n'est pas mis en place et la notion d'échelle est diffuse au niveau temporel. Pour l'échelle spatiale, la difficulté se situe plus au niveau de la puissance des couches, qui n'est pas forcément évidente à déterminer et à mettre en place.